le gouvernement vient de mettre en ligne un kit de survie, des conseils de sécurité pour que nous soyons tous préparés, tous responsables en cas de guerre ou en cas de catastrophe naturelle. Kadi, vous nous avez rejoint. Que dit ce guide de survie? Alors Marie-Aline, déjà il y a une information importante, figurez-vous, c'est qu'à midi, le site était totalement saturé. Donc la question, il y a beaucoup de gens qui se la posent. Ah bah oui. Ça a duré 2 heures quand même, hein. Malgré tout, regardez, on vous a fait un petit aperçu. Donc ici, il s'agit d'un manuel pratique de 27 pages pour être prêt donc à faire face à des crises majeures. L'idée principale, c'est de tenir 3 jours, les 3 premiers jours. Pourquoi? Parce que les 72 premières heures sont censées être les heures les plus critiques dans ce cas de figure. Alors, il vous est donc recommandé de mettre de côté, voyez, 6 litres d'eau potable par personne, de la nourriture non périssable de préférence, une trousse de secours contenant du paracétamol, par exemple, des compresses, du sérum physiologique, mais aussi une lampe torche avec des piles de rechange, mais aussi des copies de vos documents d'identité et de l'argent liquide. Alors, on vous détaille aussi des réflexes immédiats à avoir, c'est-à-dire se confiner, suivre les alertes officielles, avec un leitmotiv qui tient en trois expressions: bien préparé, bien protégé, tous engagés, à retenir. Kadi, avant qu'on parle de nos voisins, parce que certains n'ont pas attendu aujourd'hui pour donner un kit de survie, un kit d'urgence à la population, je voudrais d'abord savoir pourquoi ce guide sort maintenant. Est-ce que vous avez l'info, soit Julien Arnaud, Général Chevancy, Magali Barthès? Est-ce qu'on est dans une séquence entre les propos du Général Mandeau, on va y revenir, et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas croire que ce ne soit pas une séquence. Donc je dirais que tout se met bien en place pour finalement avoir un plan de com qui corresponde à cette nécessité de sensibiliser les Français aux dangers à venir. Ce dossier dont on vient de parler, on en parle depuis des mois. Il avait déjà suscité des réactions négatives. Oui, on ne va pas nous dire ce qu'on doit faire. Le problème, c'est que, et c'est expliqué actuellement, c'est que tout ce que le citoyen sera capable d'assumer par lui-même soulagera les services, quels qu'ils soient, et quelle que soit la crise. Ce n'est pas que la guerre. Une crise naturelle, une crise, peu importe, quelle que soit la crise, le Français doit être un petit peu responsable. Enfin, si je devais résumer le terme, il doit être responsable avec un minimum. Moi, je me souviens de mes parents, ils avaient connu la Deuxième Guerre mondiale. À la cave, il y avait de quoi se nourrir pour quelques semaines. Il y avait les sardines, il y avait les pâtes. Aujourd'hui, je pense qu'on a un peu perdu ça, puisqu'on va au supermarché, on aura forcément tout. Eh ben non, on n'aura pas forcément tout. Bon, moi, j'ai connu ça avec mes parents, et je pense qu'il y a plein d'autres personnes qui ont connu ça. Mais la génération d'après ne l'a pas connu. Mais Général Chevancy, vous, chez vous, vous avez aussi un kit avec tout ça? Ce que nous a dit Kadi, le sac de survie. Pas uniquement dans... Le double des clés de voiture, les papiers à imprimer. C'est ça, non, oui, Kadi. J'ai pas forcément tout parce que voilà, il faut vérifier. Il y a une liste énorme. Kadi nous a tout imprimé. Honnêtement, on est sûr d'oublier quelque chose. La question, c'est de se poser la question: de quoi aurais-je besoin? L'argent liquide, ce sera encore à voir. De toute façon, on n'aura plus Internet, donc ça, c'est un autre problème. Mais peu importe. Mais d'un autre côté, c'est quand même un message de sensibilisation. C'est-à-dire, le citoyen doit être responsable des éléments basiques de sa sécurité personnelle pour ne pas entraver les services de secours, quelle qu'en soit la forme. Donc aujourd'hui, c'est peut-être mettre un peu les Français devant sa responsabilité, qui est toujours en train de demander, qui est toujours en train de réclamer, qui est toujours en train de se plaindre. On dit: attendez, il n'y a pas que l'État. L'État-providence, c'est terminé. Maintenant, vous avez une part de responsabilité dans le fonctionnement de la société. À votre simple niveau individuel, vous devez avoir cette responsabilité de vous prendre en charge au moins pendant 72 heures. Ouais. Moi, je trouve pas ça totalement stupide. Alors, ça fait effectivement plusieurs mois qu'on entend cette idée du kit du survie. Vous aviez des réactions hostiles. C'était même en août dernier, on se rappelait que le Canard enchaîné avait dit que le ministère de la Santé avait demandé aux hôpitaux aussi de se préparer. Ça va dans la même veine, j'allais dire, de tout ça. Mais je suis d'accord avec le général sur cet aspect de sensibilisation et de prendre conscience aussi à nous de prendre en charge en quelque sorte et de se prendre en charge s'il arrive quelque chose. C'est pas l'État qui va devoir tout parce que j'imagine que alors aujourd'hui certains raillent la sortie de ce kit de survie, mais ça n'aurait pas eu lieu s'il arrive quelque chose. Alors on parle de la guerre, mais ça peut être un événement climatique, etc. Et là, qu'est-ce que vous n'entendriez pas? Oh là là, l'État nous avait pas prévu. Moi, j'attends ma bonbonne, ma citerne d'eau pour qu'on nous alimente. Elle est pas là, etc. Donc oui, sur cet esprit de sensibilisation, le risque, et attention, c'est-à-dire que ce kit de survie, vous n'êtes pas obligé de l'avoir demain dans les 10 heures qui viennent, parce que j'ai pas envie de voir dans des supermarchés ou etc. tout le monde qui va se jeter. Oui. Exactement, il faut ça. Donc on garde son calme sur ça, mais c'est vrai que à terme, c'est intéressant et ça sensibilise encore une fois les Français. On peut reboucler quand même sur ce qui s'est passé hier.
non pas l'intervention du général, mais sur là où ça s'est passé. Moi j'ai fait partie d'une sécurité civile communale. Il y a une responsabilité du maire avec des plans de sauvegarde communales, communaux d'ailleurs, qui doivent être mis en place. On va quand même voir quels sont les numéros de téléphone, qui est capable de faire quoi, est-ce qu'il y a des lits quelque part, est-ce qu'il y a de l'eau quelque part, qui dois-je appeler en cas de problème. Donc on est aussi dans cette responsabilisation qui n'est pas que citoyenne, individuelle, mais aussi au niveau des communes. Les maires sont l'élément moteur aujourd'hui de la sauvegarde des populations. Alors comment réagissent les Français à la publication, à la mise en ligne de ce guide? Parce que Kadi, vous nous l'avez imprimé, mais il faut le faire. On n'a pas encore reçu dans les boîtes aux lettres. C'est vrai. Quand même. Ça devait être reçu d'ailleurs initialement dans les boîtes aux lettres et finalement, manifestement, le choix était juste de le mettre en ligne et de ne pas le faire arriver directement chez vous. Donc il y a une façon de vouloir préparer les esprits mais sans aller trop loin pour pas faire trop peur. Ouais, ce serait bien dans ce cas-là, si c'est important, qu'ils soient dans les boîtes aux lettres aussi, même si, imprimé pour des raisons écologiques, c'est pas toujours préférable. Mais là, c'est important. Nos équipes sont allées vous poser la question. Que pensez-vous de ce guide de survie? Oui, non, je pense que ça sera pas très utile. Là, dit comme ça, je dirais que non. Mais j'en ai un. Vous avez un kit d'urgence? Il y a quoi dedans? Des pansements, des médicaments. En cas de tremblement de terre, de feu, de n'importe quoi, il y a des gens qui sont obligés d'évacuer leur maison et avoir un kit de survie, ça peut toujours servir. Mais oui, ça peut toujours servir. Alors moi, je regarde, j'ai les médicaments, la radio à pile, ça j'ai pas, les outils de base, les vêtements chauds. Je dois justement aller faire mes courses pour récupérer mon paquet de 6 bouteilles. Non mais c'est vrai, Adina Revol, quel est votre regard justement sur ce kit de survie? Encore une fois, d'autres pays, et Kadi va nous l'expliquer, ont déjà publié un kit depuis très longtemps. Moi, je pense qu'il ne faut pas, je vous rejoins en général, il ne faut pas tout attendre de l'État, il faut se prendre en main. Et puis, déjà, on est 3 ans après le début de la guerre en Ukraine. Donc, je dirais que ça arrive même trop tard. Je vous rejoins également sur le point du congrès de maires. C'est important justement de rentrer dans cette séquence on a des élections municipales dans quelques mois. Donc, justement, les maires sont ceux qui sensibilisent au plus près du terrain. Et puis, au niveau européen, je dirais qu'il faudrait peut-être, il y a des États justement, l'Estonie notamment qui est pionnière, les Pays-Baltes et la Finlande qui sont vraiment très proches de la Russie, mais il faudrait peut-être aussi une approche coordonnée au niveau européen pour qu'on soit prêts en fait tous si jamais il y a, comme annoncé, des possibles attaques russes. Justement, Kadi, comment ça se passe chez nos voisins? Alors justement, en faisant ces recherches, Marie-Aline, j'ai découvert ce petit clip de la commissaire européenne Aya Labib, qui est en charge justement de la préparation et de la gestion des crises. Alors ce petit clip, il est peut-être passé un peu sous les radars, peut-être l'avez-vous vu. Cette séquence, elle a été enregistrée en mars dernier, très claire. Et sur un ton humoristique, pour ne pas faire paniquer tout le monde, c'est un peu ce qu'évoquait Magali tout à l'heure, avec un message qui se voulait avant tout rassurant. Elle explique, regardez ce que je vous expliquais, les denrées non périssables, vous avez la bouteille d'eau avant, et la fameuse radio à pile dont on parlait à l'instant. Écoutez justement la conclusion de cette séquence vidéo. En parlant de préparation, l'Union européenne prépare actuellement une stratégie afin de garantir la sécurité de tous les citoyens en cas de crise. Soyez prêts, soyez en sécurité. On avait un peu l'impression d'être dans un avion, vous savez, à gauche, à droite, tout droit, machin. Bref, je ne vais pas vous le faire, mais c'était très bien. À votre question précisément, ceux qui sont très bien préparés, vous le disiez, Adina, à l'instant, ce sont les Suédois, par exemple, l'an dernier, en janvier dernier, ils ont pris les choses en main après que le ministre de la Défense civile a prévenu que la guerre pourrait arriver en Suède, la Suède qui est quand même pas le pays le plus belligérant qu'on connaisse, c'est le moins qu'on puisse dire. Le patron des forces armées s'était même expliqué en direct à la chaîne nationale pour dire ceci: chacun individuellement doit se préparer mentalement. Plus nous serons nombreux à y avoir réfléchi et à nous être préparés, plus notre société sera forte. Et ils ont donc publié ce document, vous voyez, en cas de crise, en cas de guerre. Alors c'est très bien expliqué, c'est didactique. Ils vous expliquent par exemple où trouver les meilleurs abris. Il y a des fresques, c'est très très bien expliqué. Ils vous expliquent aussi par exemple... Vous voyez, il y a des enfants, je ne sais pas si on voit très très bien, peut-être pas très bien, on voit la caméra, mais il vous explique aussi par exemple comment stopper une hémorragie, et c'est très très bien expliqué, idem pour la Norvège, on le disait, toujours parmi les pionniers en Scandinavie, et là c'est du même style, avec, vous voyez, le petit kit qui est bien expliqué là en image, et c'est du même acabit, qui vous explique comment, pareil, stopper les blessures superficielles, enfin, comment gérer, pareil, dans les 72 premières heures.
Merci, Kadi. Ça montre en fait qu'il était temps qu'on se réveille nous aussi, Magali. Oui, mais après, je pense qu'on n'est pas complètement dans la même situation quand on est sur le flanc est de l'Europe et de l'Alliance Atlantique et quand on est à Paris, à Madrid ou à Lisbonne. C'est normal que les esprits soient davantage préparés quand la menace, elle a été vécue dans la chair de ces populations, elle est à quelques kilomètres. Qu'en Pologne, on soit très inquiet, qu'on renforce considérablement l'armée, ça me paraît normal. Que dans les États baltes, on ait en effet recensé tous les abris, que ces kits soient aussi distribués. Voilà, il est certain que la position géographique donne aussi un ressenti de la menace qui n'est pas le même. Et c'est d'ailleurs finalement le gros problème sur lequel tombe l'Union européenne, en fait. Quand on est dans un sommet à Bruxelles, on sent bien que tous les gouvernements, évidemment, en fonction de l'endroit où ils se trouvent sur la carte européenne, eh bien, ils n'ont pas les mêmes priorités. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est toujours aussi compliqué de dégager une unanimité. Là, il est vrai que la France, ça y est, en effet, veut préparer la population à la menace. Ces kits de survie. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le site, finalement, est tout de suite saturé. Oui. Ça veut dire qu'il y a une inquiétude. Ça veut dire que les gens veulent en savoir plus. Ça, c'est une chose intéressante. Après... Je suis pas sûre qu'on avait besoin de ça avant. Enfin, voilà, vu là où on se trouve. Mais bon. Non, mais c'est vrai. Non, mais vous avez raison. On n'est pas comme la Pologne ou la Suède. Mais quand on a un président de la République qui a décidé d'affronter indirectement Vladimir Poutine en envoyant des rafales à l'Ukraine, on se positionne aussi. Donc, on a plutôt intérêt à être prêt, Julien Arnaud. À être prêt. Et encore une fois, ce kit de survie n'est pas égal à kit en cas de guerre. Oui. Il est en cas de catastrophe naturelle, menace terroriste, attentat aussi. Donc c'est pour ça peut-être qu'on aurait dû effectivement en avoir un peu plus tôt, parce que au-delà de la guerre, il y a d'autres menaces et auxquelles ce kit peut répondre. Quand le Japon le met en place aussi, c'est après un important séisme, il y a plus d'une dizaine d'années, en 2011. La Suède, ça date pas d'aujourd'hui, elle a réactualisé à plusieurs reprises, elle avait déjà mis en place. Ce qui est intéressant avec la Suède, je trouve qu'il est encore plus complet, Kadi l'a bien examiné aussi, que ce qu'on nous a proposé en France, c'est par exemple, vous avez une page entière si vous avez des animaux de compagnie. Voilà. Vous avez une page entière pour parler aux enfants des crises et de la guerre, sur l'aspect psychologique. Et la différence, Magali parlait en fonction d'où on est, qu'on se situe soit à Paris ou par exemple à Oslo en Norvège ou dans d'autres pays, à Stockholm. Une des premières phrases, c'est l'obligation pour la Suède totale de défense. À partir de vos 16 ans jusqu'à la fin de vos 70 ans, vous faites partie de la défense totale de la Suède, tenu de servir en cas de guerre ou de menace de guerre. L'obligation de défense totale s'applique à tous les citoyens suédois. Donc ça, c'est écrit noir sur blanc. Et ensuite, vous avez cette déclination du kit. Donc c'est vrai qu'on n'est pas dans la même logique et mentalité. Ça revient au débat du retour ou pas du service militaire, un service militaire volontaire, etc. Vous voyez déjà qu'en Suède, on a des principes qui sont aussi différents de ce qui nous concerne à nous en France. Oui, le gouvernement nous dit avoir conscience de la réalité de la situation. Ce n'est pas céder à l'alarmisme. Et en même temps, en général, vu le contexte actuel, encore une fois, ce guide, il est mis en ligne alors que Général Mondon nous explique qu'il faudra peut-être accepter de perdre nos enfants, nos soldats, face à une éventuelle menace russe. Ce n'est quand même pas anodin. Nous sommes dans le façonnage de nos opinions publiques pour leur faire prendre conscience que les dangers, et pas le danger, les dangers sont là, et que chacun a sa part de responsabilité pour faire face. Qu'est-ce qu'a dit le général Mandon aussi hier ? La base arrière doit tenir. Et la base arrière, c'est nous, les citoyens qui n'iront pas à la guerre. Donc, il faut qu'on soulage aussi l'action de l'État. Moi, je vais prendre un exemple. Moi, j'étais auprès du préfet, il y a quelques années, à la tête d'une association de réserve communale, au niveau de l'Essonne. On était là pour sensibiliser là où il fallait, dans les communes, pour dire, voilà, les citoyens dans la commune devaient être en mesure de faire face à telle chose, y compris le terrorisme d'ailleurs, quand c'était la compétence, y compris en cas de crise technologique ou autre, parce qu'il y a des zones il y avait des usines Céveso, et y compris dans les histoires de radiation, parce que dans l'Essonne, il y a un certain nombre de centres où il y a des radiations nucléaires. Donc, on était dans cette sensibilisation. Alors, on était très peu à l'époque. Il y avait 2 à 3 réserves de ce type-là en France. Aujourd'hui, on voit que dans toutes les communes, dans beaucoup de communes, il y a cette réserve communale, c'est-à-dire que le maire va pouvoir disposer d'un certain nombre de citoyens volontaires non rémunérés qui vont être prêts à donner un coup de main en cas de problème, mobilisables pour des affaires, je dirais, on va prendre le terme de défense civile.
Et là, il faut reprendre le code de la défense, extrêmement intéressant sur ce que ça veut dire défense civile, c'est-à-dire que le citoyen assure la sécurité de sa zone territoriale et des points sensibles et autres, pas en armes, absolument pas. C'est cette ressource humaine qui va être capable, effectivement, de soulager les structures et donc d'avoir cette base arrière forte, capable de soutenir finalement ceux qui combattent ailleurs. Et c'est ça un petit peu ce qui est réclamé aujourd'hui. C'est que les combattants qu'on mettrait éventuellement dans quelques années face à la Russie plus à l'Est, donc une armée professionnelle et pas une armée de conscrits, eh ben, devra se pouvoir y aller en toute sérénité, en quelque sorte, en sachant que tout le territoire national est bien maillé, bien protégé, que leurs familles aussi sont en sécurité. Un exemple sur la sécurité des familles. En Afghanistan, ça nous a, à ma connaissance, ne nous a pas concernés. Il y avait des soldats danois en Afghanistan. Et les soldats danois, à un moment donné, ils ont été sensibilisés parce qu'ils communiquaient par mail. Ça revient dans les opérations aujourd'hui, à titre privé. Et les familles au Danemark ont été identifiées par les talibans. Et les talibans ont commencé à faire pression sur les familles des soldats danois qui étaient en Afghanistan. Donc la sécurité, elle est là aussi aujourd'hui. Donc il faut bien que la société en général se protège. Et c'est vrai qu'en France, la notion de protection, à mon avis, elle n'est pas prise en compte correctement. C'est-à-dire qu'on dit on est assez grand pour tout faire, on est assez grand, et puis ça, on veut pas de contraintes. La protection veut dire contrainte. Et il y a bien un moment donné où certaines libertés ne sont difficilement acceptables en période de crise.